Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le premier épisode de Au cœur du réseau, un podcast réalisé par Purpan Lumni. Je suis Alexiane de la 102e et vous écoutez le premier épisode de la saison One Else. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Quentin Sanger de l'association Les Décompactés de l'ABC, Agriculture biologique de conservation des sols. Cette association a pour objet la facilitation, l'animation interréseau, la recherche participative et la mise en lien de l'agriculteur au consommateur. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le concept One Health, ou Une seule santé en français, vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires. Ce concept est mis en avant depuis le début des années 2000. Il s'est développé avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux, l'état écologique global, ainsi que la nécessité de décloisonner les approches sanitaires. Aujourd'hui, nous allons explorer un de ces sujets fondamentaux, le lien entre la santé des sols et la santé globale. Comment est-ce que notre sol il influence la santé des végétaux et des animaux, mais également la santé humaine? Ensemble, on va découvrir le rôle du sol, les bonnes pratiques et le lien entre la santé humaine et la santé des sols. Alors, installe-toi confortablement et prépare-toi à un échange captivant. Bonjour Quentin, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour ce premier épisode du podcast Au cœur du réseau et également le premier épisode de cette saison sur One Health. Avant de partir un peu et de rentrer vraiment dans le sujet de la santé des sols, est-ce que toi tu pourrais décrire ton parcours en 3 mots qui n'ont pas forcément de lien avec ton métier actuel? Qu'est-ce que tu choisirais comme mot? Bonjour à tous, merci de m'inviter sur ce podcast. Je suis très content de partager mon parcours et de discuter autour des sols. 3 mots comme ça, parce que du coup ça va être total authentique. En dehors de mon travail, qui est quand même une grande partie de ma vie, je dirais d'abord plaisir. Plaisir parce que mon parcours, du coup, depuis Purpan, il y a eu plein de choses et tout le temps le guide pour un peu mener ma barque, ça a été de prendre du recul et de regarder qu'est-ce qui faisait plaisir et d'essayer de m'épanouir dans des choses qui me plaisent dans la durée. Je pense que autre chose, donc j'ai créé une entreprise, là je vais m'installer agriculteur, et on va parler, je pense, des décompactés de l'ABC. Enfin, ça a du sens pour moi et du sens avec les gens avec qui je suis en interface pour manger de la bonne nourriture, prendre soin de l'environnement et tous les sujets qui me passionnent autour de l'agriculture. Et après, peut-être un 3e mot, plaisir, sens et peut-être curiosité ou curiosité de ce qui est atypique et ce qui sort. J'ai entendu là Olivier Amand, une conférence intéressante qui disait la marge est à la page, qui est en fait tout ce qui sort du rang un peu m'intéresse, m'étonne ou me questionne. Et des fois ça frotte aussi, je suis pas forcément d'accord, mais en tout cas ça permet de se questionner sur ce qu'on pense, voire de changer d'avis, voire de préciser les choses ou d'innover. Ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant. Je pense que ces mots inspireront très certainement beaucoup de professionnels ou de futurs professionnels. Mais du coup, tu as rapidement parlé des décompactés de l'ABC. Est-ce que tu peux nous parler de tes activités du coup en ce moment chez les décompactés de l'ABC et ton rôle dans cette association? Oui, alors les décompactés de l'ABC, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, un peu par nécessité pour pas créer une nouvelle chapelle, mais faire le lien entre des agriculteurs qui s'intéressent et le monde agricole globalement, les agriculteurs, l'agricultrice, le monde agricole, et tout un chacun qui s'intéresse à l'agronomie et au sol et à comment est produit nos denrées alimentaires. Et donc décompacté de l'ABC pour Agriculture biologique de conservation des sols. Donc c'est une association qui décompacter du cerveau, être ouvert d'esprit et aborder ce sujet de l'ABC, un terme qui a été conceptualisé par à l'époque Maurice Fiebel, qui est à la retraite maintenant, chercheur au Fiebel Suisse, centre de recherche sur l'agriculture biologique. Et ce terme-là réunit du coup dans le monde agricole qui est bien connu l'agriculture de conservation, donc des sols, par extension une approche technique de l'agriculture pour préserver les sols, une diversité qui est basée sur 3 piliers, diversité dans l'assolement de plantes, dans la rotation,
zéro travail du sol et une couverture maximale du sol. Et l'agriculture biologique, du coup, de l'ABC, agriculture de conservation plus agriculture bio, ABC. Et donc, passer sur la bio et qu'effectivement, les agriculteurs qui essayent de pratiquer cette agriculture ont le label bio. Donc, c'est une association que j'ai cofondée avec des agriculteurs et des citoyens qui aujourd'hui comptent aussi des structures, plus de 200 adhérents. Voilà, des associations, des entreprises et majoritairement des adhérents agriculteurs, agricultrices et des consommateurs, consommatrices, citoyens, citoyennes. Et c'est une association qui a pour objet de manière non dogmatique, de diffuser de l'information autour de cette agriculture biologique de conservation, dont on dit souvent c'est le Graal. Si on imagine, donc ne plus toucher les sols, donc ne pas avoir à désherber avec de la chimie, ne pas avoir à travailler le sol et vivre de son métier. C'est pas facile, donc il y a beaucoup à faire et beaucoup à échanger sur le sujet. Oui, complètement. C'est un sujet qui est quand même assez complexe parce qu'on parle beaucoup d'agriculture de conservation des sols, mais on a un petit peu le souci de la chimie. Donc toi, ton association, le but, c'est d'allier le bio et l'agriculture de conservation des sols. Et ton rôle exactement dans l'association, du coup, c'est animateur. Enfin, qu'est-ce que tu fais exactement au quotidien, toi, dans l'association ? Alors effectivement, moi, comme je l'ai dit dans mon parcours, donc c'est pas ma seule activité, mais donc je suis très content d'être salarié à mi-temps de l'association depuis avril, grâce à plein de choses qu'on fait, et notamment donc on a des projets de recherche, notamment un projet qui s'appelle projet Interreg Nord-Ouest Europe, qui s'appelle Simone, sans dire l'acronyme, la fin de Simone, c'est On Farm Experiment. C'est donc un projet qui est là pour favoriser la transition agroécologique basée sur des living labs et l'accompagnement sur 4 ans d'agriculteurs qui vont s'essayer, agriculteurs en conventionnel et en bio, qui vont essayer des pratiques agroécologiques. Et nous, dans ce projet-là, les décompactés de l'ABC, et donc moi, là en l'occurrence, en tant que salarié, on accompagne 5 agriculteurs entre Nancy, Verdun et Reims. Il y a 50 agriculteurs au niveau européen, il y a plus de 10 partenaires, et c'est un projet qui a pour but de défricher, en fait, de faire un point sur tout ce qui se sait au niveau scientifique, mettre en place chez les agriculteurs et par jeu d'itération, tester des outils de la décision et essayer d'aboutir vers des clés pour encore plus intensifier la transition agroécologique. Donc moi, j'anime, je coordonne, donc je suis animateur national, coordinateur sur des projets de recherche comme ça, et je donne aussi des formations. Donc je suis formateur et j'aime bien parler de théorie pratique, c'est-à-dire que grâce à mes études et à mon expérience avant les décompactés de l'ABC aussi, de partager de l'agronomie, comment on la met en place, peu importe son contexte initial, singulier de ferme, ou je m'installe agriculteur, voilà. Et la théorie pratique, c'est en lien avec la pratique. Et donc, l'idée, c'est de se faire la courroie de transmission d'un réseau, ce réseau des décompactés de l'ABC, où il y a des pionniers de tout réseau. Donc, je l'ai dit, c'est pas une nouvelle chapelle. Cette association, elle est non dogmatique, ouverte d'esprit, et elle fait le lien, du coup, entre différents réseaux qui, pour des enjeux légitimes, parfois politiques, historiques, ne se parlent pas forcément. Donc les réseaux Chambre d'agriculture, réseau FNAB, réseau CIVAM, les nouveaux réseaux pour une agriculture du vivant, la Vache heureuse, le Centre national d'agroécologie. Voilà, tout plein d'acteurs qu'on essaye de mettre en lien et on essaye aussi de faire du gagnant-gagnant avec tout le monde et de diffuser l'information. Donc de ne pas faire doublon avec les outils et de répondre aux enjeux de diffusion. Comme aujourd'hui, je suis très content d'intervenir sur ce podcast. Très très bien, nous sommes très heureux de te recevoir. Donc du coup, toi tu fais le lien avec un petit peu plein d'organismes agricoles pour essayer de faire connaître et tester également l'agriculture de conservation des sols biologiques. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné le déclic et t'a donné envie de te lancer dans la santé des sols au final ? Alors tiens, ça fait lien avec ce que j'étais en train de me dire. Un bon exemple aussi c'est là, en hiver, c'est le moment quand même où il se passe plein de choses et on échange avec les agriculteurs. Et là, en 2 semaines, il y avait les Journées mondiales des sols. Et ça m'a pas mal donné le déclic de travailler avec l'Association française d'études des sols, l'AFES, qui est une société savante qui a plus de 100 ans. Et donc là, on s'intéresse vraiment au sol et à la biodiversité qui est méconnue. Et ça, c'est passionnant.
Donc ça me fait penser à mes cours de pédologie, à ne pas confondre avec la podologie, les pieds. La pédologie, l'étude de la pédogénèse, donc de la création des sols. Et en fait, quand on commence au-delà d'un sol, au-delà de ce qu'on peut taper sur Google et trouver d'abord du parquet et du lino, c'est vraiment un monde en 3 dimensions. D'ailleurs, ça me fait penser à une bande dessinée. Il y a Marc-André Sellos aussi qui intervient, bref, et son livre Jamais seul, qui est vraiment, il y a l'essentiel de la biodiversité sur Terre et sous terre. Et en fait, c'est passionnant. Et après, moi, en tant qu'humain qui essaye de manger 3 fois par jour, on fait ce qu'on veut, mais j'adore bien manger et bien boire. Et là, la diversité des sols fait aussi des diversités de terroirs. Et tout de suite, on a nos papilles qui s'excitent. Ça donne envie en parcourant et en étudiant les sols, on a aussi derrière des denrées alimentaires et plein de choses au niveau de la gastronomie. Et ça, c'est passionnant. Donc toi, c'est beaucoup l'alimentation et la culture un petit peu du terroir qui t'a amené à aller vers les sols et tes diverses lectures. Tu nous parlais de Marc-André Sellos, donc voilà, de tout un petit peu les acteurs du sol. Du coup, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, est-ce que on va parler sol et on va rentrer dans le vif du sujet, même si tu as déjà commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous citer rapidement les rôles fondamentaux des sols pour que les auditeurs comprennent vraiment le rôle du sol? Les rôles d'un sol, ça va dépendre vraiment, oui, des usages qu'on va en avoir. Et du coup, si on veut produire de l'alimentation, des denrées alimentaires, pour l'agriculture, donc il y a un rôle de support et de fertilité. Il y a aussi le rôle, on peut en attendre des matériaux pour les constructions, que ce soit de l'argile pour faire des maisons en terre crue, ou les briques, ou du bois, voilà. Il y a aussi, on ne le sait pas souvent, mais il y a la production de médicaments grâce aux bactéries, aux champignons du sol. On peut aussi en attendre de la culture, des paysages. On fait de l'archéologie dans les sols pour comprendre l'histoire de notre planète. Donc il y a plein de choses, il y a plein d'usages. Sur ça me fait vraiment penser au fait que je suis animateur pro de la fresque du sol, une fresque qui a été lancée relativement récemment, par l'Association française d'études des sols en lien avec l'ADEME. Et donc c'est un jeu un peu, pas exactement comme la fresque du climat, mais du même type, qui est intéressant pour tout un chacun pour mieux connaître les sols. Complètement, c'est un très bel outil que d'ailleurs j'invite nos auditeurs, s'il y en a certains qui sont plus intéressés pour aller plus loin dans le sol et à vraiment bien comprendre. C'est vraiment une animation qui est à réaliser, que ce soit sur le sol ou le climat. Il y en a une sur l'eau aussi, si je me trompe pas. Sur l'alimentation aussi. Voilà, donc il y en a de plus en plus des fresques. Donc si vous voulez approfondir certains sujets qui sont fondamentaux comme le sol aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Il y a un site, je crois, fresquedusol.org, et donc il y a toutes les dates des sessions et les animateurs. Donc n'hésitez pas. Et donc, est-ce que toi, tu aurais quelques chiffres clés sur l'état des sols en France pour nous en dire un petit peu plus sur vraiment l'importance des sols et la situation aujourd'hui? Oui, alors le sol, ça me fait tout de suite penser, quand on parle de sol, quand on tape ça sur Google, on a d'abord un lino ou un parquet qui sort, et en fait, on ne connaît pas les sols et on ne sait pas en général que c'est l'essentiel de la biodiversité sur Terre. Et donc, on détruit assez habilement quand même les sols par méconnaissance. Je me mets dedans. Donc, s'intéresser au sol, c'est d'abord comprendre que, si on a 2 statistiques à donner, c'est que le déficit taxonomique actuel sur les sols, c'est 76% en moyenne au niveau mondial. Ça veut dire que, par exemple, dans un sol français, j'ai 99,5% de chances de découvrir un nouveau genre de nématodes. Et les nématodes, si vous entendez ce mot pour la première fois, si on considère des animaux sur Terre avec un système nerveux et un système digestif, c'est 80% en masse des animaux sur Terre. Voilà, donc on parle souvent du ver de terre, des bactéries, des champignons qui ont un rôle fondamental, toute l'activité biologique du sol essentielle pour la production alimentaire et la dépollution, etc., le traitement de l'eau, etc. Mais donc il y a vraiment une méconnaissance du sol. Et après, du coup, les statistiques aujourd'hui de l'Association européenne d'études des sols, c'est qu'entre 50 et 70% de nos sols manque de matière organique, et la matière organique, c'est un peu aussi une corrélation directe avec la santé et la fertilité du sol.
Complètement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup en agriculture, de plus en plus avec les analyses de sol qui sont réalisées par les agriculteurs, les instituts techniques. Donc l'INRA fait d'ailleurs beaucoup de recherches sur les sols et on se rend compte qu'en effet, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on connaît pas suffisamment. Donc ce qui est positif, c'est qu'en agriculture, on se pose de plus en plus la question. C'est ça, faut pas stigmatiser. Voilà, on se pose de plus en plus la question de mieux connaître nos sols. Donc voilà, tu fais partie de ces acteurs-là qui essayent de le découvrir. C'est le premier capital, quoi. Exactement. De l'agriculteur. Et puis c'est le support de l'agriculteur, c'est son support de travail. Voilà, vous avez votre entreprise avec un bâtiment, un agriculteur, il a son sol. Vous écoutez Au cœur du réseau, le podcast de Purpan Alumni. Mais Purpan Alumni, c'est quoi ? C'est un réseau dynamique et puissant de plus de 8000 membres portés par la force du collectif au service de chacun. Que vous soyez étudiant, en poste, en transition, en recherche d'opportunités ou simplement curieux, Purpan Alumni est un véritable levier pour avancer ensemble. Les idées circulent et les ambitions prennent vie. Alors n'attendez plus, rejoignez-nous sur purpanalumni.com et téléchargez l'application Purpan Network pour vous connecter au réseau Purpanais. Est-ce que tu connais les principaux indicateurs qui nous permettraient de déterminer si un sol il est en bonne santé ? Alors, il y en a plein, des indicateurs, et qui dit indicateur dit aussi des biais, comment on les prélève, qu'est-ce qu'on suit. Aujourd'hui, il y en a plein. Si on doit en sélectionner quelques-uns là, des principaux, si on pense la fertilité ou la santé d'un sol, on va quand même regarder, et là on renvoie vers Dominique Soltner, qui est quand même une bonne source au niveau agronomie, base agronomique. Donc la fertilité d'un sol, la santé d'un sol, elle peut être physique en tant que support, aéré avec une porosité, tout ça. Là, un indicateur qui est assez bien utilisé, c'est le test Bech, méthode VES, VE2S, pour Visual Evaluation of Soil Structure. Donc une méthode bien normée, assez low-tech, facile à utiliser et qui a aussi été documentée par Joséphine Peigné, Jean-François Vian de l'ISAR à Lyon. Donc pour la physique du sol. Après, pour tout ce qui est chimique, il y a les analyses chimiques de sol qui en fait qui permet d'avoir une photo, un peu comme on a le compte de résultat et le bilan comptable en fin d'année. Là, on peut faire une photo, une analyse chimique. Ça, c'est onéreux et ça peut prendre du temps aussi. Il faut aller prélever, il faut l'envoyer. Et dans l'analyse chimique, quels sont les principaux indicateurs que tu regarderais ? Donc dans l'analyse 2-3, donc si on s'intéresse juste à la chimie du sol, un bon indicateur c'est la CEC, la capacité d'échange cationique, qui nous renseigne sur la qualité de la fertilité chimique. Et après il y a la fertilité biologique. Donc tout ça c'est vraiment pour compartimenter, mais c'est très en lien. Et là on regarde dans l'analyse chimique, on peut regarder la matière organique du sol, donc il y a une mesure du carbone organique. Ça renseigne. Et après sur le terrain, on peut regarder aujourd'hui, il y a la nématofaune, regarder les populations de nématodes, les équilibres, mais là, il faut compter plus de 200 € en général, mais c'est intéressant. La respiration de l'activité biologique, il y a beaucoup d'analyses, mais qui soient accessibles au niveau, donc là, c'est ma déformation professionnelle, qui soit accessible au niveau coût. C'est surtout de l'observation de terrain, de vers de terre, d'activité biologique. Voilà, la couleur de mon sol, est-ce que j'ai de la matière organique, beaucoup de choses, et là, je pourrais digresser. Donc, pour en savoir un peu plus sur la santé des sols, il faut qu'on soit au courant sur la fertilité chimique, physique et biologique. Ok, merci. Donc, du coup, maintenant, on va parler un petit peu plus de pratiques et d'innovation aujourd'hui en termes de santé des sols. Donc, on constate en effet une dégradation de la santé des sols, comme tu nous as dit. Aujourd'hui, en France, donc notamment en agriculture, parce qu'on va pas trop parler d'artificialisation des sols, etc., mais plus en agriculture, quels sont les différents modèles de travail du sol en France et leur impact positif ou négatif sur la santé des sols? Grosse question. Et alors, c'est là que je me sens très à l'aise d'être au décompacté de l'ABC parce je m'entends très bien avec mes détracteurs. Qui ne croient pas en l'agriculture bio de conservation parce que je trouve que c'est une voie à explorer intéressante, mais je suis très ouvert à échanger sur le sujet. Et là, par rapport aux différentes stratégies de travail du sol, ça, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a pas une bonne. Il y a plein de types de sols, donc au niveau historique de pédogénèse, de création de sol qui sont différents, donc des travaux, des pratiques de travail du sol
différentes en fonction des situations, des expertises qu'on a, des moyens qu'on a. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui un peu, ce qui est validé par la communauté scientifique, c'est qu'un labour, un retournement des horizons de sol, c'est quand même très néfaste pour la stabilité du sol. Ça peut promouvoir l'érosion hydrique quand on a un sol qui est plutôt à dominante limoneuse, je vais vite, mais un sol argileux, l'érosion éolienne. Globalement, une perte de sol. Et donc là, à ce niveau-là, si on perd les particules minérales, ça fait qu'on dit souvent qu'à notre échelle, le sol, c'est pas une ressource renouvelable. Donc ça peut induire ça, et on induit aussi que la vie du sol, elle est plutôt adaptée, elle est pas habituée à être retournée, donc il y a une faune et une flore qui restent des fois en dehors du sol, en haut, et on inverse tout, quoi. Donc c'est vraiment pas souhaitable. Ceci étant dit, nous on est contre la diabolisation du labour. Il y a plein de labours, il y a plein de charrues, il y a plein de profondeur de sol, il y a une intensité aussi, un nombre de passages, et on observe factuellement que des fois, dans certains contextes, juste du grattage en surface et un nombre de passages répétés fait qu'on se retrouve avec des semelles de travail à des horizons à 5-10 cm, et que versus un agriculteur qui va, même si c'est pas souhaitable, hein, je pèse mes mots, mais va pouvoir labourer peut-être une fois tous les 10 ans dans un système d'élevage à 15 cm. J'exagère le trait, mais pour caricaturer, c'est un peu ça. On n'observe pas, on observe une dilution de la matière organique, mais on n'observe pas de perte de fertilité. Donc, ceci étant dit, nous, ce qu'on vise, et ce que notre réseau vise, c'est de mieux connaître les végétaux, faire des mélanges de cultures, et de moins travailler le sol, et viser un sol qui est plutôt vertical, avec un brassage et une structure de sol qui est faite par la vie, notamment les vers de terre. Si on parle d'un système conventionnel classique, même s'il y a autant de pratiques que d'agriculteurs, donc c'est un sujet très vaste, mais si on essaye un petit peu de synthétiser en agriculture, on va dire un peu plus classique que conventionnel, qu'est-ce qui peut alerter un agriculteur sur la santé de ses sols et l'impact d'une de ces pratiques? Est-ce qu'il peut avoir un élément déclencheur qui va lui faire dire « il faut que j'analyse mes pratiques différemment » ? Alors, l'observation sur le terrain et le fait d'avoir une bêche dans le tracteur. Vraiment, c'est le premier truc. Dans le tracteur, ou si j'ai pas de tracteur, d'ouvrir mon sol et de le regarder. Et de le regarder notamment quand mes plantes poussent. Et je pensais aux éleveurs. Tout le monde a un sol, sauf on a dit en culture hydroponique, mais de vraiment de regarder son sol et de voir quelle couleur il a, la dynamique de l'eau. Là, en hiver, ça peut être vraiment intéressant de regarder s'il y a des zones de compaction. Là aussi, en bricolant, ce qu'on appelle un pénétromètre, mais on peut en acheter des très chers avec des manomètres dessus, mais sinon, c'est une tige, un fer à béton. On peut regarder un peu s'il y a des zones de résistance. Si on regarde quand il y a des racines qui poussent, est-ce que les racines prennent des voies horizontales? Et quand je casse, si je sors un bloc de sol, si je le casse, si c'est très anguleux, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et donc après, en général, ça va avec un gradient de travail du sol qui va, du coup, on a parlé un peu du labour, du retournement et d'un travail profond, jusqu'à de la fissuration, donc du non-labour profond, et de la technique culturelle simplifiée ou du semi-direct, qu'on soit en bio ou en conventionnel. Ok, donc du coup, il y a plein de pratiques différentes et il y a plein de tests que l'on peut réaliser pour évaluer l'état de santé des sols, peu importe nos pratiques. Est-ce que toi, tu aurais un exemple d'un exploitant agricole, peu importe son système de production, qui a changé ses pratiques en termes de travail du sol? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur sa santé des sols? Oui, j'ai plusieurs exemples, en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle. C'est vrai que mais tout de suite, ça appelle de changer aussi au niveau système de culture. Le seul arrêt, c'est qu'en général, donc, on a beaucoup travaillé les sols et donc on se retrouve avec des semelles de labour ou des semelles de travail, même en non-labour. Et on se questionne sur ces pratiques. Et en général, ce qui fait que le système évolue dans le bon sens et qu'on peut ensuite se passer de travail du sol, c'est aussi l'usage de couverts végétaux, de cultures associées, de mise en place d'agroforesterie, de réflexion globale du système. Et là, on observe des sols où il y a de la vie qui revient, des vers de terre, des champignons, plus de stabilité, qui est aussi, aujourd'hui, on le sait, c'est assez documenté, de la production de glomalines, de sucs bactériens, de ciment, on appelle biologique. Donc, ce sol qui est structuré
par toute la chaîne trophique du sol. Donc du coup, tu nous as parlé d'un exemple concret. Est-ce que tu aurais un exemple un peu plus synthétique en quelques phrases, Quentin, d'un agriculteur ? Oui, par exemple, parce que j'ai pas mal travaillé dans le Gers, où on s'est vallonné et il y a pas mal d'érosion. Donc je vais prendre le cas que j'avais pas mal suivi de Paul Andrieux, qui est aujourd'hui pré-retraite, mais qui est un bon exemple d'agriculteur conventionnel, qui est aussi passé en bio, mais qui a commencé en conventionnel à mettre en place des couverts végétaux, s'est intéressé aussi au bilan économique de la ferme, parce que c'est essentiel, et donc à aller voir ailleurs ce qui se faisait, donc mettre en place de la réduction du travail du sol. Si je passe et que je tasse mon sol, je le décompacte, je le fissure, mais dans l'idée, je mets en place donc des couverts végétaux avant mes cultures de printemps, donc il faisait du tournesol, par exemple, avant un tournesol, mélange d'avoine, févrole, donc des plantes qui vont structurer le sol. La févrole aussi, par symbiose, ramène de l'azote dans le sol. Donc toutes ces plantes qui poussent, qui font la photosynthèse, font des exudats racinaires, développent leurs racines, structurent le sol, nourrit la vie, et la vie nourrie structure le sol, et on observait des nettes améliorations de fertilité globale, et notamment de la structure, donc de la fertilité physique du sol, et donc qui nous permet en fait de ne pas travailler le sol par la suite. Donc c'est quand même assez concret. Mais ce que tu nous dis là, c'est surtout que la santé du sol, elle est en lien avec tout plein d'autres facteurs et que c'est quelque chose à raisonner à l'échelle de l'exploitation. Mais du coup, si on continue, donc là, on a vu un petit peu dans une exploitation que on raisonne pas que sur ta santé du sol, mais également sur l'économie, etc. Enfin, c'est tout le système qui est à modifier. Et du coup, pour faire le lien avec One Health, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le lien justement entre la santé des sols et la santé de manière globale ? De manière globale, des humains ou de tout le monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc soit la santé humaine, et après tu peux également faire le lien avec la santé animale ou la santé des végétaux. Si tu veux, on peut peut-être commencer par la santé des végétaux pour aller un petit peu dans la continuité. Donc là, en fait, les végétaux, on parle souvent en agriculture de nutrition des plantes, et les végétaux se nourrissent dans l'air et dans le sol, avec solution racinaire, essentiellement via des éléments solubilisés dans l'eau. Et là, il y a des macronutriments, oligo-éléments. Ces termes-là, on les connaît aussi pour nous. Et donc, il y a des éléments essentiels aux plantes qui peuvent être bloqués ou absents dans un sol qui n'est pas en santé. Et donc là, c'est là où un sol équilibré, et on le voit beaucoup, notamment, nous on le constate parce que moi je suis beaucoup d'agriculteurs en agriculture bio, qui essayent de réduire leur pratique de travail du sol, on n'a pas de problème d'oligo-éléments qui peuvent être très problématiques ou en manque quand on a une vie du sol ou plus de matière organique dans un sol. Donc ça impacte la qualité de la plante et les nutriments de la plante. Et la qualité nutritionnelle potentiellement des produits finis, notamment des légumes ou des productions animales derrière, même des œufs. Enfin, la richesse de ce qu'on va manger va dépendre en fait de ce qu'a pu trouver la plante aussi. Tout à fait. Donc en lien direct. Donc la qualité d'un sol peut impacter directement la santé humaine au travers de pas en tête de publications scientifiques qui le prouvent directement, mais c'est un peu une grande hypothèse et ce qu'on peut un peu constater. Je serais content j'ai hâte qu'on puisse avancer sur ce sujet-là, et il y a plusieurs thèses, et je sais que Michel Duru, je crois, de mémoire de l'INRAE, aborde souvent ce sujet, qualité alimentaire et lien à l'agriculture, et il y a quand même pas mal de publications scientifiques qui font le lien entre système de culture et qualité après nutritionnelle. Voilà. Après, j'imagine que c'est dans le même sens qu'on a peu d'études. Enfin, c'est assez récent les études sur le sol, donc forcément, on n'a pas encore prouvé tout ça et on n'en est pas certain. Mais il y a quand même de plus en plus un petit peu de liens qui sont créés progressivement dans la littérature scientifique. Mais pas de décision définitive. Dans quelle mesure la santé des sols, est-ce qu'elle peut contribuer à la résilience face aux pandémies et aux maladies? Est-ce qu'il peut y avoir un lien ou pas? Oui, il y a un lien. D'ailleurs, j'ai pas parlé aussi, mais les sols, les pédologues, parce que je reviens des Journées mondiales du sol, qui ont lieu, il faut le savoir, chaque fin d'année, c'est le 5 décembre. Et en France, c'est l'Association française d'études des sols qui organise. Je ferme la parenthèse, mais ça bouge en France, donc c'est intéressant, c'est pour tout public. Et que donc c'est l'endroit où se rencontrent les pédologues, qui sont un peu en voie de disparition parce qu'il n'y a plus de formation sur les sols en tant que tel en France.
mais qui aime bien rappeler que au niveau mondial, 55% de l'eau douce, qu'ils appellent l'eau verte, est dans les sols et dans les plantes. Et il y a un gros lien aussi par rapport aux pandémies et aux maladies de régulation des sols. Et un sol en santé, il dépollue, il héberge toute une multitude d'êtres vivants. Donc, il laisse moins de place, on appelle des niches écologiques, pour des pathogènes, des maladies. Il héberge des auxiliaires de culture. Donc, on a beaucoup plus de phénomènes de régulation. Et on parle en agriculture de biodiversité fonctionnelle, donc ils vont nous aider à réguler tout un tas de bioagresseurs. Donc du coup, on a vu que le sol, il peut avoir un lien en effet face aux pandémies et qui peut avoir un rôle très régulateur et important, enfin comme tous les autres supports de biologie, on va dire. Comment est-ce que toi, tu penses qu'on pourrait sensibiliser davantage les agriculteurs et le grand public, puisque tout le monde a un rôle à jouer, dans son jardin, dans les constructions, dans la forêt, comme tu as pu le dire, et en agriculture. Comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser tout ce public-là à l'importance de la santé des sols? Alors, Alexiane, j'ai combien de temps? 3 heures? Parce que à peu près. Non, un petit peu moins. Là, il y a plein de manières. Déjà, la première chose, je pense, c'est de ne pas parler frontalement de sensibilisation, parce que ce mot, il nous invite tout de suite à... faut pas prendre les gens pour des cons. Et en fait, le fait est qu'on foule tous le sol et on est tous en lien, et ça paraît démagogique presque. Donc, si on doit synthétiser, là, ce qui me vient en tête, c'est tout le monde citoyen des consommateurs, c'est par l'alimentation. Enfin, moi, c'est ce qui me passionne, et nos adhérents au décompacté de l'ABC, c'est ce qui les intéresse, c'est que ils ont envie de parler sol, parce que derrière, on imagine le bon pain produit sur un sol sain, et je vais pouvoir le tartiner, le faire griller le matin, ça va être bon, avec une bonne pâte à tartiner, avec de la pâte, de la noisette locale française. Bref, tout ça existe en fait déjà, et effectivement, du coup, ça donne envie de manger ou de boire du vin, etc. Donc, parler de l'alimentation qui est liée à la santé du sol, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et les agriculteurs, il y a différentes voies aussi qui va correspondre à chacun. Mais celle que moi je privilégie, c'est le temps de travail et l'aspect économique d'abord. Et en fait, qu'on va gagner du temps si je capitalise mon sol. En fait, il va me rendre plein de services, donc je vais dépenser moins d'intrants, je vais dépenser peut-être moins de semences, je vais devoir moins ressemer, devoir moins décompacter, moins de fuel, etc., etc. C'est inverser toute une boucle qui est aujourd'hui un peu un cercle vicieux qu'on n'arrive pas à gérer vers un cercle vertueux. Le souci entre les deux, c'est qu'on a un peu un manque de connaissances et du coup, il faut gérer un risque économique, justement, parce que aller vers l'agriculture biologique de conservation, on a aujourd'hui un manque de références technico-économiques qui commence, c'est un peu le but de notre réseau aussi, de montrer que ça peut marcher et que concrètement, il y a des agriculteurs qui pratiquent ça depuis un moment. Donc, on peut y aller, et en tout cas, il faut commencer petit, mais commencer tout de suite. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser à Charles Pépin et au fait que nous, on essaie de croiser les sciences. Charles Pépin qui est philosophe et qui a écrit plusieurs livres, notamment sur la valeur les vertus de l'échec, et que les méthodes d'apprentissage des humains, où nous, on a appris à marcher en tombant, quand on s'en rappelle peut-être plus. Et c'est qu'il faut se laisser la latitude pour monter en compétences. Et ça, on oublie souvent. On veut tout de suite la recette, et on est en tension économique, et en ce moment, la crise agricole est très difficile, et je suis solidaire et empathique avec tous les agriculteurs et agricultrices. Et en même temps, il faut quand même essayer de changer, sinon on continue à s'enterrer. Et pour changer, il faut monter en compétences, et c'est normal du coup aussi d'avoir peur de l'inconnu, parce qu'on n'a pas les compétences. Et si je maîtrise mon système en labour, faut pas arrêter du jour au lendemain de labourer. Enfin, ce serait un énorme risque en fait. Donc faut peser le pour et le contre, étudier, parce que réfléchir, ça coûte pas trop. Ça peut prendre du temps, mais en tout cas, réfléchir, poser les choses sur le papier, ça coûte pas trop. Et du coup, essayer tout de suite. Donc commencer petit, mais commencer tout de suite. Donc, pour améliorer la santé des sols, donc il va falloir qu'on investisse dans la recherche, parce qu'il nous manque des données
peu importe le système de production, que ce soit en agriculture de conservation des sols biologiques ou pas, il y a plein de modèles, mais dans tous les cas, il va falloir investir, et c'est déjà le cas, mais continuer à expérimenter. Et ça a un coût pour les exploitants qui n'est pas négligeable et qui est en effet une grosse prise de risque. Donc il faut que tous les acteurs, comme toi avec ton association et bien d'autres, continuent d'accompagner et de créer de la donnée vraiment scientifique et notamment technico-économique, puisque le but d'un agriculteur, c'est de vivre de son métier. Donc en effet, on les soutient très largement sur ce sujet-là. Et donc du coup, toi qui vas t'installer agriculteur en début d'année 2025, oui. Quelle est ta vision de l'avenir sur la santé des sols ? Ma vision de l'avenir, elle est plutôt optimiste. Elle est que là, en l'occurrence, moi, je m'installe sur une parcelle qui est quand même assez dégradée. En grande culture et en maraîchage, on a besoin de plus de fertilité sur des techniques d'agriculture biologique. Donc, je vais tester beaucoup de choses et on va tester des pratiques de travail du sol avec des pratiques plus qui vont vers le maraîchage sur sol vivant, l'agroforesterie successionnelle. Voilà, loin des dogmes. Donc, c'est un retour peut-être du bon sens paysan qui est toujours là. Hein. Je sais pas, peut-être le mettre au centre du système, et parce que je souhaite que mon activité d'agriculteur soit rentable, mais voilà, ça va pas être simple. Mais on a de plus en plus de connaissances sur les sols et on peut s'en servir. Et grâce à la biodiversité et prendre soin du sol, on a une capacité à utiliser on va avoir, j'espère, une capacité à utiliser son plein potentiel et d'avoir conscience via un jeu d'indicateurs de son état de santé. Et il y aura toujours des aléas climatiques, de plus en plus, avec le dérèglement climatique d'ailleurs. Mais donc voilà, de l'anticiper fait qu'on va, j'espère, réussir à relever ces défis. Et en France, en l'occurrence, on a quand même des sols, des très bons sols. Ça dépend des endroits, mais si on regarde à une échelle mondiale, pour produire et être autonome au niveau de notre alimentation. Donc c'est plutôt rassurant quand même un petit peu dans ce contexte. Donc j'imagine qu'au vu de tous ces défis, tu es très motivé à continuer ce travail sur la santé des sols. On va continuer de te voir sur ce sujet pendant quelques temps, je pense. Oui. Est-ce que tu aurais, un petit peu pour terminer, est-ce que tu aurais une ressource en lien avec la santé des sols à recommander à nos auditeurs, auditrices ? Un livre, un article, un podcast ? Un livre, un article, un podcast, on pourrait le faire comme ça plutôt parce que j'en ai plein des ressources à recommander. Un livre, je pense à Francis Bucaille, qui était agriculteur et qui ensuite a créé la société Gaillago, puis est maintenant conseiller aussi indépendant, puis est en train d'écrire des livres. Donc, il a écrit deuxième édition Revitaliser les sols, qui est un livre assez intéressant. Je pense aussi au livre Jamais seul, ou le dernier qui est sorti là aussi de Marc-André Sellos, qui est quand même aussi très intéressant sur les sols. Podcast, je pense au podcast de Pure Pan Lumni. Merci pour la pub. Voilà. Et après, il y a aussi au travail en ce moment du Centre national de l'agroécologie, Carbone Fertile, qui fait aussi des vidéos à la plateforme pour l'agriculture du vivant agroécologie.fr ou .org de mémoire. Il y a aussi Triple Performance qui donne à voir beaucoup de pratiques d'agriculteurs. Et voilà, toutes ces approches un peu open source sont intéressantes à voir, et il y a plein d'informations, et vous pouvez suivre aussi les décompactés de l'ABC, autopromo. Donc du coup, on a quand même beaucoup de ressources, mais on retiendra quand même Francis Bucaille et Jean-Marc-André Sellos, si je ne me trompe pas. Marc-André Sellos, ouais. Marc-André Sellos, qui sont quand même des pionniers dans tout ce qui est sur la santé des sols. En lien avec les sols, les vivants. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Quentin pour cette discussion. Et non, c'est vrai qu'en fait, la ressource de toutes les ressources, l'Association française d'études des sols, l'AFES, il y a tout un tas de documentation en lien et de connexion avec tout un tas de ressources. C'est quand même important. Pour le coup, société savante, donc non dogmatique, pour transférer toute l'information neutre sur les sols. Donc c'est important. Complètement. Merci pour la ressource. Merci beaucoup Quentin pour cet échange. C'était très intéressant, et j'espère que nos auditeurs et auditrices ont apprécié cet épisode sur la santé des sols. Donc nous sommes très ravis de terminer ce premier épisode. Cet épisode nous permet de comprendre que la santé des sols est le socle de l'agriculture.
notre outil de production, mais surtout déterminant pour la santé des végétaux, des animaux et donc notre santé globale. Merci à toutes et à toutes pour votre écoute de ce premier épisode et on vous attend pour notre prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au cœur du réseau de Pure Point Alumni. Si ce moment vous a inspiré ou donné envie de vous engager davantage auprès de notre belle communauté, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire et partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vos retours et votre enthousiasme que nous continuons à valoriser les talents et initiatives de notre réseau. À très bientôt pour un nouvel épisode.